Ma question s'adresse au Monsieur le Premier ministre. Une université appelée à devenir payante. Voici ce que nous entendons dans les réflexions, dans les propos du président de la République. Rien d'autre à proposer à nos étudiants qui, après 2 années de crise sanitaire, qui les ont particulièrement impactés académiquement, économiquement et psychiquement. Parler d'université sans aucun prix, vraiment, 400 € ne représentent donc rien pour votre gouvernement, alors que beaucoup d'étudiants ont déjà du mal à payer leurs frais d'inscription. Est-il nécessaire ici de rappeler le nombre d'étudiants faisant les files d'attente pour se nourrir ? Oui, l'université a besoin de financements supplémentaires pour la pleine réussite de ses étudiants. Car nous le savons, l'enseignement supérieur est un rempart essentiel face au chômage. Mais ce n'est pas aux étudiants de payer les manquements du gouvernement. Même si le Conseil d'analyse économique, proche de votre gouvernement, dans son rapport de décembre dernier, vous appelez à mieux financer les universités, jugeant la dépense publique d'enseignement supérieur régressive. En effet, depuis 5 ans, on assiste à une modernisation, certes, mais libérale, du système universitaire. Votre bilan, faire payer les frais d'inscription aux étudiants étrangers, créer une taxe à destination des étudiants, détricoter le statut des enseignants-chercheurs et appliquer la sélection à l'entrée de la licence et en master. Même la loi de programmation de la recherche fin 2020 ne comportait pas une ligne sur l'enseignement supérieur. Le Conseil d'analyse économique préconise pourtant ce qu'on réclame depuis 5 ans, améliorer l'accès à l'enseignement supérieur pour tous les élèves les plus modestes, par la création de places supplémentaires, de places de logement. Les jeunes attendent cela. Monsieur le Premier ministre, vous aviez 5 ans pour agir pour cette jeunesse. N'avez-vous pas un autre modèle à proposer à notre jeunesse dans cette crise sanitaire que nous traversons? Merci Madame la députée. La parole est à Madame Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les députées, Messieurs les députés et Madame la députée Isabelle Santiago. Ce que le Président de la République a dit est très clair. Il a dit que nous ne pouvions pas rester dans un modèle où 3 conditions coexistaient: la quasi-gratuité des études, le fait qu'un tiers des étudiants soient boursiers et que pourtant nous assistions à une très grande précarité des étudiants, et le fait que l'université est quasi intégralement financée par des fonds publics. Et les propositions qu'il a demandé à la CPU d'étudier et d'envisager, c'est comment on lutte efficacement contre la précarité, y compris d'ailleurs en y associant les collectivités, comme nous l'avons fait. C'est comment est-ce que par la formation continue, par la formation tout au long de la vie, on est capable de mettre les universités au service de la formation des jeunes et des moins jeunes tout au long de leur vie. Alors, Madame la députée, vous avez choisi de prendre un tiers de la phrase du président. Cherchez dans son discours, je suis sûre que vous l'avez lu avec beaucoup d'intérêt, à quel moment il évoque l'augmentation des droits d'inscription. Je crois qu'il faut cesser les fantasmes. Vous réclamez plus de places. Vous auriez pu le faire entre 2012 et 2017. Nous l'avons fait, plus 89 000 places. Vous réclamez plus de logements. Vous auriez pu le faire. Nous l'avons fait. Et nous avons rénové 100% des logements des Crous. Et là, je pense que nous avons fait mieux que vous. Et puis, Madame la députée, il y a ceux qui interprètent et puis qui, dans les faits, baissent les subventions du Crous de Paris de 9 à 6 millions d'euros. Ça, ce n'est pas le gouvernement qui le décide, c'est la mairie de Paris. Ce que le gouvernement décide, c'est doubler les aides d'urgence pour les Crous, plus 54 millions d'euros. Madame la députée, il y a effectivement des gens qui interprètent, et puis il y a ceux qui font ce qu'ils disent et qui disent ce qu'ils font. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, le prix du pétrole brut a atteint hier son plus haut niveau depuis 3 ans. Et pour certains de nos compatriotes, faire le plein du réservoir, c'est faire le vide du compte en banque. Ce week-end, je suis allé faire mon plein d'essence et sur les 6 pompes qui se trouvaient autour de moi, 4 affichaient au compteur des achats inférieurs à 30 €. On ne compte plus ceux qui risquent le découvert bancaire s'ils ne raccrochent pas le pistolet à temps. Songez que la prime d'inflation disparaît dans un réservoir de 60 litres. Alors, Monsieur le Premier ministre, si vous n'êtes pas responsable des prix du pétrole, vous êtes responsable des recettes qu'il génère et de l'usage que vous en faites au service des Français. Au fond, le sujet, ce n'est pas tant l'envolée des prix, mais plutôt la cagnotte qui se constitue sur le dos des automobilistes grâce aux rentrées fiscales.
Dans un contexte inflationniste qui va durer, le pouvoir de vivre des Français est notre obsession et elle doit être la vôtre aussi. Cette question de la hausse des prix du carburant, avec celle de l'énergie en général, est absolument centrale. Centrale parce que 74% des actifs utilisent leur voiture pour aller au travail et 95% dans certains départements ruraux, comme c'est le cas chez moi en Ardèche. Les mesures que vous avez prises à l'automne dernier sont loin de compenser l'envolée des prix et vous le savez. En 1990, un de vos prédécesseurs, Michel Rocard, avait bloqué les prix à la pompe durant 5 semaines. Récemment, nous vous avons proposé d'étendre le périmètre du chèque énergie aux dépenses de carburant, d'en prévoir l'augmentation et le versement automatique. Alors, Monsieur le Premier ministre, ce sont des mesures d'urgence qui s'imposent, parce que les Français ne supporteront pas indéfiniment le discours sur l'augmentation du baril. Quand allez-vous mettre la main au portefeuille que ces Français garnissent à chaque plein d'essence ? Merci, monsieur le député. La parole est à madame Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. Merci, monsieur le président. Monsieur le député Solignac, bien évidemment, nous sommes aux côtés des Français quand il y a des hausses massives des prix de l'énergie. J'ai déjà détaillé tout à l'heure. Je vous rappelle juste, et c'est pour répondre aussi à une question qui m'a été posée sur le taux de fiscalité sur les carburants, je rappelle qu'en France, nous sommes dans la moyenne des pays européens. Nous sommes dans la moyenne. Les autres pays européens, par exemple aux Pays-Bas, on est à 68% de fiscalité sur les carburants. En Allemagne, on est à 65%. En France, on est à peu près à 64%. Voilà, donc on est dans la moyenne. Aujourd'hui, l'argent que nous mettons d'urgence, ça coûte 14 milliards. 14 milliards d'argent public qui est redonné à nos concitoyens pour faire face à la hausse globale des prix de l'énergie. Tout cela s'additionne avec d'autres mesures que nous mettons en place, notamment pour aider nos concitoyens qui en ont besoin à changer de voiture, pour pouvoir, ceux qui ont vraiment besoin de leur voiture, pour pouvoir avoir accès à des véhicules qui consomment moins et des véhicules électriques. Nous avons eu des primes à la conversion, des bonus électriques. On peut aller jusqu'à 11 000 € d'aide pour payer une voiture électrique et 6 000 € d'aide pour une voiture électrique qui serait d'occasion. Donc vous voyez, ces primes existent et elles peuvent en plus être alimentées avec des mesures supplémentaires des collectivités locales dans les zones à faible émission. Nous travaillons sur les transports en commun, nous travaillons sur le vélo, nous travaillons pour donner des mesures de long terme, pour aider nos concitoyens, pas seulement dans l'urgence, mais pour leur permettre de répondre ensuite quand les prix vont effectivement rester hauts, les prix du charbon, du pétrole, etc. risquent de rester hauts. Et nous devons donner les moyens aux Français de faire face. Je vous rappelle aussi que la facture, par exemple, d'énergie, est une facture qui est due au fait qu'il y a beaucoup de passoires énergétiques. Nous avons mis en place des mesures pour justement aider nos concitoyens à pouvoir isoler leur logement pour faire baisser leurs factures. Voilà, il y a des mesures d'urgence et des mesures structurelles. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, le pouvoir d'achat est la première préoccupation des Françaises et des Français. Loin, très loin devant certains thèmes de campagne d'exclusion que veulent nous imposer les candidats de la droite extrême et de l'extrême droite. Nos concitoyens sont préoccupés, à juste titre, par le coût de la vie qui ne cesse d'augmenter. C'est notamment le cas des prix de l'énergie qui s'envolent un peu plus chaque mois pour atteindre des niveaux inquiétants, comme cela a été rappelé tout à l'heure. Cette réalité balaye d'entrée de jeu l'idée selon laquelle la hausse mécanique du SMIC de 0,9% en janvier suivrait l'indice des prix et suffirait à maintenir le coût de la vie. Alors, Madame la Ministre, le SMIC n'excède que de 200 € le seuil de pauvreté. La rémunération du travail, aujourd'hui, est en panne. Jeudi dernier, en commission des affaires sociales, présentant une proposition de loi visant à revaloriser le SMIC, j'ai été saisi par le décalage de belles déclarations d'intention des collègues de la majorité et leur vote. Tous et toutes sont unanimes pour rejoindre mon constat. On ne vit pas bien avec un SMIC, on survit. Or, jusqu'à présent, votre gouvernement, votre majorité, rejette toute avancée sur ce sujet. Allez-vous revaloriser le SMIC? Allez-vous refuser l'ouverture d'une conférence nationale sur les salaires? J'entends trop souvent qu'il n'y aurait pas de problème de pouvoir d'achat, pas de pouvoir de salaire au sein de votre majorité. C'est grave et préoccupant au moment où les salariés ont besoin de la puissance publique pour mener à bien leurs négociations et revaloriser les salaires. Alors,
Vous le savez, les négociations par branche d'activité parfois patinent, les revalorisations n'arrivent pas. Alors, Madame la Ministre, qu'attendez-vous pour donner un coup de pouce au SMIC, un vrai coup de pouce au SMIC? Qu'attendez-vous pour convoquer tout le monde à votre table et enfin ouvrir une conférence nationale sur les salaires? Cela permettra aussi de poser la question des écarts de revenus, tout comme les écarts de richesse qui aujourd'hui atteignent des niveaux totalement indécents. Merci. La parole est à Madame Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les députés, Monsieur le député Gérard Leseul. D'abord, je veux le rappeler, le SMIC a augmenté par 2 fois en un an du fait de l'indexation sur l'inflation et sur le pouvoir d'achat des ménages les plus modestes. Au total, il aura ainsi été revalorisé de 3,1% en un an. Au-delà, nous voulons en priorité consolider les fortes créations d'emplois, qui sont autant d'opportunités pour les demandeurs d'emploi, et mobiliser tous les leviers qui permettent d'augmenter les ressources des travailleurs modestes. C'est bien ce que nous faisons depuis le début du quinquennat, avec la suppression de la taxe d'habitation et des cotisations salariales chômage et maladie, avec la reconduction en 2021 de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, avec la défiscalisation et la baisse des charges salariales, des heures supplémentaires et avec la revalorisation de la prime d'activité. Grâce à ces différentes mesures, un salarié au SMIC touche aujourd'hui, selon sa situation familiale, un 13e ou un 14e mois de plus par an. C'est cela, agir pour le pouvoir d'achat des travailleurs modestes. Alors je vous rejoins sur un point. Il n'est pas acceptable que dans certaines branches, les minima conventionnels soient durablement en dessous du SMIC. Et c'est bien le sens des discussions que j'ai engagées avec ces branches. Alors je voudrais saluer les avancées obtenues dans différents secteurs, par exemple l'esthétique, le bricolage, le travail temporaire ou encore les hôtels, cafés, restaurants. Pour cette dernière branche, cette branche a en particulier réussi à proposer une hausse moyenne de 16%. C'est une excellente nouvelle pour les plus de 800 000 salariés de ce secteur et aussi pour l'attractivité de ces métiers. Donc, monsieur le député, vous l'aurez compris, défendre le pouvoir d'achat des travailleurs modestes, c'est ce que nous faisons maintenant depuis près de 5 ans. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le ministre de l'économie, mes chers collègues. Alors que les prix de l'énergie font l'objet d'une hausse très conséquente, vous avez choisi, en pleine campagne présidentielle et au nom de la défense du pouvoir d'achat, de faire, disons-le franchement, les poches d'EDF. Tout le monde l'aura compris, la seule réponse que vous êtes en mesure d'apporter face à la flambée du prix de l'énergie relève au mieux de l'improvisation, au pire du cynisme électoral. Vous faites peser sur EDF l'entière soutenabilité financière des mesures gouvernementales de campagne. Après avoir tardivement compris que votre chèque énergie de 100 € n'avait que peu d'effet face à la montée des prix, vous vous êtes aventuré sur d'autres mesures. Votre décision pourrait coûter 8 milliards d'euros à EDF, alors que l'urgence serait de financer le renouvellement et l'entretien du parc productif. Force est de constater que le marché de l'énergie en France est devenu le royaume de la financiarisation. Le parc de production électrique n'a jamais réellement été agrandi et le développement des énergies renouvelables stagne toujours. Sur les 40 fournisseurs, plus de 35 sont des fournisseurs virtuels qui ne produisent pas 1 kW, mais spéculent à partir des approvisionnements garantis par EDF. Le tout en empochant la différence que l'on retrouve pour ces sociétés domiciliées dans des paradis fiscaux. Monsieur le ministre, quand allez-vous mettre en place les mesures nécessaires afin d'arrêter de subventionner une concurrence factice au mépris de l'intérêt général et qui ne contribue qu'à l'enrichissement privé? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'économie, des finances et de la relance, monsieur le maire. Monsieur le sénateur, quand est-ce que nous allons prendre avec le Premier ministre, avec le Président de la République, les mesures nécessaires? C'est simple, maintenant. Gouverner, c'est choisir. Et nous, notre choix, il a été fait. C'est protéger les Français contre l'augmentation massive des prix de l'électricité et protéger nos entreprises contre une augmentation insupportable de leurs coûts de production. Contrairement à ce que vous dites, monsieur le sénateur, les premiers à avoir payé, ce n'est pas EDF, c'est l'État qui a renoncé à 8 milliards d'euros de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité pour aider les consommateurs et leur permettre de supporter l'augmentation des prix de l'électricité. Ensuite, nous avons demandé à EDF, effectivement, d'être mise à contribution. Je rappelle que EDF, quand les prix sont très bas et quand les revenus ne sont pas suffisants,
peut compter sur le soutien de l'État et a compté sur le soutien de l'État qui, depuis 2015, lui a apporté 10 milliards d'euros d'aide à la capitalisation, de renoncement aux dividendes pour l'aider à se financer. Il me paraît juste, il me paraît normal qu'une entreprise publique comme EDF participe au soutien des Français, des ménages et des entreprises quand les prix de l'électricité flambent. C'est bien ma conception des services publics et c'est bien ma conception d'une grande entreprise publique comme EDF. Nous avons donc décidé d'augmenter le volume des tarifs de l'électricité vendus à prix réduit. La répercussion sera intégrale et les fournisseurs ne s'en mettront pas plein les poches puisque nous avons demandé à la Commission de régulation de l'électricité d'ici le mois de juin de faire la transparence totale sur la répercussion intégrale de la baisse des prix de l'électricité sur le consommateur final, c'est-à-dire sur les entreprises, en particulier les grandes entreprises industrielles qui avaient besoin de ce soutien. Ce qui vous surprend en fait, monsieur le sénateur, c'est que pour une fois, vous avez des responsables politiques qui tiennent leurs promesses. Le Premier ministre avait promis que les prix de l'électricité n'augmenteraient pas de plus de 4 % pour les consommateurs français. Ce sera le cas. Promesse tenue, ça nous change de la politique du passé. Monsieur Cozic. Monsieur le ministre, votre réponse ne me convainc pas. Je vous parle de problèmes systémiques et structurants pour EDF. Vous m'apportez une réponse conjoncturelle. Le marché de l'énergie est devenu en France un gigantesque Far West financier qui ne sert que ses intérêts. Où est l'intérêt public dans tout ça? Cette spéculation est une lame de fond qui grève le pouvoir d'achat de nos concitoyens et place EDF dans une situation intenable pour les années à venir. Avec cette opération, vous détruisez notre fleuron industriel. Comme le veut l'adage, lorsque l'on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Avec cette mesure, monsieur le ministre, vous venez d'enrager EDF et c'est bien regrettable. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Jean-Yves Le Drian a clairement affirmé que la présence de la société Wagner n'était pas compatible avec la manière dont la France concevait la lutte contre le terrorisme au Mali. Et nous sommes d'accord. Depuis le 23 décembre, des doutes s'effacent quant à l'implication de Wagner sur le théâtre malien. La presse rapporte les premiers accrochages, début 2022, des miliciens de Wagner près de Bandiagara. Les faits sont là, les hommes de Wagner se déploient au Mali. Ils ont été repérés à Ségou. Et le silence du gouvernement malien ne pourra pas masquer longtemps le concert barbare de ces mercenaires dans un conflit dont la complexité ne saurait être résolue par l'usage d'une milice à la solde de l'argent. Seule l'instabilité en sortira gagnante et les conséquences seront graves pour les populations maliennes, d'autant que la junte ne prévoit plus d'élections et désormais décide de confisquer le pouvoir. La ligne rouge a été transgressée, c'est un fait. Et pourtant, il nous semble que désormais, votre objectif, c'est de gagner du temps. Vous disiez tout à l'heure, nous faisons des consultations. C'est pourquoi nous demandons clairement de clarifier la position de la France. Notre pays envisage-t-il de rappeler ses troupes? Quel avenir pour la force Takuba? Comment la France compte-t-elle mettre en œuvre les sanctions décidées par l'Union européenne? Merci. Pour vous répondre, la parole est au ministre en charge du commerce extérieur de l'attractivité, M. Riester. Merci, monsieur le Président. Madame la sénatrice Carlotti, je l'ai dit il y a quelques minutes, la présence de Wagner est inacceptable. Là, le report des élections de 5 ans par la junte est inacceptable. Les pays de la CEDEAO ont pris des décisions très fortes que nous soutenons, tous les pays de l'Union européenne. Nous avons pris aussi un certain nombre de décisions de sanctions individuelles et des sanctions collectives, de sanctions contre Wagner également. Mais, Madame la sénatrice, nous ne pouvons pas prendre des décisions unilatérales. Nous avons besoin de consulter, d'échanger avec nos partenaires européens et nos partenaires internationaux, car nous ne sommes pas seuls au Sahel. Nous sommes présents au sein de la force Takuba, avec les 11 États européens qui mettent à disposition de cette force des forces spéciales. Nous sommes présents également aux côtés de les Nations Unies et de la MINUSMA pour veiller à ce que les accords d'Alger soient bien respectés. Nous sommes présents aussi aux côtés de nos partenaires sahéliens dans le cadre du G5 Sahel. Bref, nous devons prendre le temps des échanges, des discussions pour prendre la meilleure décision possible. Je l'ai rappelé tout à l'heure, car il est clair dans notre esprit que dans ce contexte, dans les prochains jours, des discussions devront avoir lieu pour connaître précisément la position de la France, de l'Union européenne dans les semaines et dans les mois qui viennent. Je vous remercie.
Madame Carlotti. Mais monsieur le ministre, c'est Jean-Yves Le Drian lui-même qui a défini la ligne rouge. Et maintenant que nous y sommes, il donne l'impression de ne pas avoir de solution. Et c'est cette improvisation qui nous inquiète. Nous sommes à un niveau de tension rarement atteint, qui a contraint le président de la République à annuler son déplacement à Bamako et à Gao sous raison de Covid. On sait que ce n'est pas le cas, que la situation aurait été explosive. Une situation qui peut mettre en danger nos militaires en opération. Vous vous escrimez à convaincre la junte de renoncer à Wagner. Ils ne veulent rien entendre et les invectives ne font pas une politique. Alors vous n'avez pas voulu nous répondre. Là, maintenant, je comprends, monsieur le ministre, parce que je crois qu'il est vrai que sur ce point, c'est le président de la République qui doit désormais dire aux Français quelle politique antiterroriste il doit mener au Mali. Merci, Monsieur le Président. En France, chaque année, 100 000 jeunes quittent le système scolaire sans diplôme ni qualification. Les jeunes sont ici les plus touchés par le chômage et la précarité. Et en France, ils sont exclus des minima sociaux, au contraire des 23 pays européens sur les 27. 2022 a été proclamée année européenne de la jeunesse. C'est aussi le 35e anniversaire d'Erasmus. Or, dans le programme de la présidence française, une seule proposition concrète, le service civique européen. Mais je suis étonnée et je me demande si vous le savez, le service volontaire européen existe depuis 20 ans déjà et est transformé en 2018 en corps européen de solidarité. Alors, quel est le sens de cette annonce ? Demain, à l'Agence française Erasmus seront présentées les propositions issues des consultations jeunes dans le cadre de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Visiblement, ils aspirent à du concret et à une amplification des actions en faveur de tous les jeunes. Quelle réponse leur ferez-vous ? Pour vous répondre, la parole est à la secrétaire d'État en charge de l'éducation prioritaire, Madame Nathalie Elimas. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Laurence Harribey. Alors, je vous remercie de nous poser cette question qui me permet de présenter devant le Sénat les orientations de notre ministère pour la jeunesse, effectivement à l'occasion de la PFUE. La Commission a publié le 14 octobre dernier une proposition de décision du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne, vous l'avez dit, sur une année européenne de la jeunesse pour 2022. Cette initiative est destinée à mieux accompagner les jeunes dans la sortie de la crise sanitaire et à les aider à surmonter son impact négatif. Cette décision fixe 4 objectifs que je vais rappeler aujourd'hui et bien sûr que nous aurons à cœur de mettre en œuvre. Tout d'abord, rappeler que les transitions vertes et numériques offrent une nouvelle perspective d'avenir et des possibilités de contrer l'impact négatif, encore une fois, de la pandémie sur les jeunes. Ensuite, encourager tous les jeunes, en particulier ceux issus des milieux défavorisés, à devenir des citoyens actifs et engagés et des acteurs du changement. Et je pense là, bien sûr, à l'engagement civique. Promouvoir les possibilités offertes par les politiques publiques au niveau européen, national, régional et local afin de soutenir leur développement personnel, social et professionnel dans un monde vert, numérique et surtout inclusif. Enfin, intégrer la politique de jeunesse dans tous les domaines pertinents de la politique de l'Union afin d'encourager la prise en compte de leur point de vue dans l'élaboration des politiques publiques à tous les niveaux. Il s'agit de la clause d'impact jeunesse que nous appliquons déjà. Madame la sénatrice, à l'occasion de cette présidence, la France sera aux côtés des institutions européennes, des États membres et de l'ensemble des parties prenantes pour piloter à l'échelle européenne durant ces 6 mois quelques sujets d'intérêt pour la jeunesse européenne et bien sûr à les mettre à l'ordre du jour du Conseil. Je pense évidemment au soutien à la mobilité des jeunes dans un autre pays de l'Union européenne afin qu'elle soit plus inclusive et ce, en lien avec les annonces du président de la République française sur le service civique européen. Vous l'avez dit et je le répète, nous fêtons d'ailleurs aujourd'hui les 35 ans d'Erasmus. Je pense également au mentorat, sujet sur lequel le gouvernement travaille et qui pourrait être porté à l'échelle européenne. Je vous remercie. Merci, Madame Harribey. Je vous pose la question des priorités de la présidence française. Vous me répondez par les priorités de la Commission européenne. C'est étrange. Je vous parlais du service volontaire européen. Vous me répondez par une annonce du gouvernement français sur le service civique qui existe et qui est en fait un effet d'annonce, un gadget.
Une politique de jeunesse ne se mène pas à coups d'annonces ou de gadgets. Ça suppose une politique de fond dans la durabilité. Et ça suppose surtout d'accompagner les acteurs associatifs et de leur permettre d'être encore plus performants dans l'implication des programmes européens, ce qu'ils essayent de faire depuis 30 ans. C'est un enjeu de taille, mais c'est un enjeu qui vaut le coup. Ce matin, le président disait qu'il fallait faire de l'Europe une puissance démocratique, culturelle et d'éducation. On ne peut pas faire l'impasse de la jeunesse pour aboutir à ce résultat.